Nous parlons de la République démocratique du Congo, pardon, où on évoquait le retrait progressif des troupes de l'ONU suggéré malgré la poursuite des violences. Et nous accueillons sur le plateau Dominique Aleziou, directeur de publication de chronique de la semaine. Bonsoir Dominique. Bonsoir Samuel, bonsoir mes deux co-débatteurs. Georges Hérault, alors la présence de ces troupes de casques bleus, actuellement, ils sont plus de 20 000 soldats. Disons carrément, c'est une armée pour certains pays. Mais, comme on le dit, la situation sur le terrain ne s'en trouve pas véritablement améliorée. Moi, je pense qu'il va falloir que le gouvernement actuel, l'exécutif actuel, discute véritablement avec cette mission pour voir quel rôle doit être redonné à cette mission, parce qu'il va de bon ton qu'aujourd'hui, la RDC, surtout avec le nouveau gouvernement, l'alternance qui a été une réussite au niveau de la RDC, il va falloir stabiliser ce pays pendant longtemps. Et donc, ils ont besoin de cette mission, mais peut-être redéfinir les stratégies, les redéploiements de cette mission, pour que, comme le dit M. Diagmavic, que ça ne soit pas totalement de l'échec pour la mission. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, la RDC, qui est un grand pays, a besoin forcément de sécuriser pour une longue durée, du moins dans le temps, ses frontières, parce que entre-temps, vous savez que comment l'appelle-t-on, il y avait ce problème entre le Rwanda et la RDC concernant les ressortissants du Rwanda qui viennent déstabiliser le pouvoir de RDC. Et RDC, eux, aujourd'hui, heureusement que le nouveau président et Paul Kagame, il s'entend très bien. Aujourd'hui, il va falloir que les pays frontaliers, en collaboration, en solidarité avec le nouveau gouvernement, définissent comment est-ce que la mission va être redéployée. Alors, Dominique, une autre chose, c'est vrai, on peut critiquer la mission de l'ONU, mais il ne faut pas oublier, il y a un mandat et ils ne travaillent que dans le cadre de ce mandat-là. Justement, c'est une triste réalité que leur mandat parfois ne fait pas d'une armée offensive. C'est une armée toujours défensive. Et parfois même, les rebelles commettent des actes, des atrocités au vu, au su des soldats des Nations Unies qui ne réagissent pas parce qu'ils n'ont pas mandat d'attaquer ou de détruire ou de faire ci. Moi, je crois que si tant qu'ils sont incapables de protéger cette population civile et que cette population civile est à la merci des groupes armés, alors que l'ONU dépense des milliards de dollars à cet effet parce que, comme tu l'as dit tantôt, 20 000 hommes, c'est plus qu'une armée dans certains pays. Et donc, moi, je crois que la solution aurait été de rapatrier ces soldats de l'ONU, renforcer, aider et équiper l'armée congolaise, former les militaires congolais à en découdre, à combattre ces groupuscules qui, chaque jour que Dieu fait, doivent attaquer des villages, doivent brûler des villages, doivent tuer les gens. Je ne sais même pas quel intérêt ils tirent en procédant ainsi, quoi. Vous avez les Maïmaï dans le Kassai, vous avez les ADF, Malou, vous avez ces groupes. Ils sont nombreux. Ils sont de moins 130 milices qui sévissent et que l'armée aussi n'a pas suffisamment de moyens pour combattre ou pour détruire ou pour arrayer ces milices qui ont également des soutiens, justement. Parfois, c'est des pays voisins, parfois, c'est des hommes même du régime, ou non, du pays. Bon, quand je dis le régime, je dis du pays plutôt. Donc, je crois que l'ONU fera mieux de retirer ce contingent et de financer la formation, l'équipement de l'armée congolaise pour faire face à ces milices qui, chaque jour que tu fais, tuent et violent
et commettre des atrocités inimaginables. Mais moi, je m'interroge sur la chute de Dominique. Est-ce que c'est à l'ONU d'investir pour former les armées de ces différents pays? Je dis non. La RDC est un État souverain. Et la RDC est immensément riche. Il est l'un des pays de l'Afrique, dans cette partie de l'Afrique, qui est très, très riche. Et donc, pour moi, il est incompréhensible que ce soit à l'ONU de venir investir pour former l'armée congolaise. C'est plutôt au gouvernement de le faire, puisqu'ils ont les moyens. C'est plutôt ça devait être une volonté politique. Si tant est que le gouvernement voudrait véritablement enrayer ces rébellions, comme il le disait tout à l'heure. Moi, je pense que quelque part, il y a des intérêts qui sont tirés à gauche et à droite. Tout le monde a ses intérêts dedans. Lorsque vous prenez cette partie de la RDC qui est attaquée tout le temps, je disais tout à l'heure que c'est l'une des régions les plus riches. Il y a tous les minéraux là-bas. Et donc, chacun veut créer une rébellion pour pouvoir voler et voler en toute impunité. Et donc, c'est beaucoup plus au gouvernement de la RDC de comprendre que l'ONU ne vient qu'en tant que force d'interposition. L'ONU n'a pas le mandat de tirer. Et donc, cette force d'interposition, qu'est-ce que ça donne? Finalement, c'est la population qui est tout le temps tuée. On parle de meurtre, on parle d'assassinat, on parle de sauvagerie, de viol en RDC. Voilà, c'est quand même assez extraordinaire. Il faut que l'actuel gouvernement comprenne la nécessité de renforcer les capacités militaires de son armée et de les préparer pour justement participer à débarrasser la RDC de tous ces conflits. Ouais, si j'ai dit que l'ONU pouvait aider, parce que lorsque nous voyons des millions de dollars investis pour entretenir cette force de l'ONU sur le terrain, je dis cet argent, parce que qu'est-ce qui se passe? Généralement, vous allez entendre que le pays n'a pas de moyens suffisants pour équiper l'armée, former les militaires. C'est une réalité. Quand tu dis qu'ils ont des minéraux, oui, c'est vrai. Ça, c'est des richesses où certains, si tu me dis que toutes ces richesses sont bien exploitées, bien gérées, oui, ça peut rapporter. Mais malheureusement, ces groupuscules aussi prospèrent sur ces richesses, sur ces minéraux. Et comme tu l'as dit tantôt, soutenus sûrement par des gens qui profitent de la situation. Alors, que faire? Il faut aider l'armée congolaise à être bien outillée, à avoir la capacité de combattre avec le matériel de pointe. Peut-être que ça peut apporter quelque chose. Mais s'il faut dire, ce n'est pas l'ONU. L'ONU n'équipe pas, l'ONU ne forme, mais l'ONU peut apporter, aider, puisque c'est ça l'objectif même de la force de l'ONU. Ce n'est pas que la RDC. Hein. Vous avez vu un peu, vous voyez un peu ce qui se passe au Mali, en Centrafrique, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, etc. Si l'ONU va mettre de l'argent pour former ces États, je pense que c'est alimenter la paresse des gouvernants. Moi, je dis, c'est au gouvernement de comprendre d'abord la nécessité de former leurs armées. Non, mais ils le font, mais ils n'ont pas suffisamment de moyens. En fait, c'est ce que Dominique voulait dire, c'est simplement au lieu d'investir dans la mission, prenez l'argent pour former. C'est-à-dire, donc ça veut dire... Est-ce qu'elle a cette vocation? Oui, bon, c'est peut-être une proposition. Hein. Nous sommes ici pour donner nos points de vue et analyser. Mais oui, en début de semaine, ou bien avant le début de semaine, le gouvernement a lancé des opérations militaires d'envergure au niveau de cette zone-là. Et ces opérations n'ont pas été lancées avec le concours de l'ONU. C'est une manière de dire, on peut aussi se passer de l'ONU. Oui. Au fait, l'armée nationale ou bien l'armée d'un pays a vocation à défendre les frontières de la RDC. Donc aujourd'hui, si la RDC, c'est pour cela moi je disais que imputer totalement, ou bien dire que la mission a eu échec, non, en partie. D'autant plus que nous venons de dire ici sur ce plateau que la mission n'a pas à attaquer, mais seulement à défendre et à s'interposer entre deux parties qui sont en querelle. Aujourd'hui, ce que nous devons savoir, c'est que il est temps que l'Afrique
ait son indépendance par rapport à certaines choses. C'est pour cela que moi, moi je suis un panafricain. Oui. Quand on parle de l'indépendance, il doit y avoir de l'indépendance jusqu'à l'indépendance. Oui, quand on dit l'indépendance aujourd'hui, c'est parce que nous attendons toujours, de l'extérieur, et la communauté internationale, quelque chose qui doit venir. Vous savez que l'ONU envoie toujours des missions en Afrique pour soi-disant. Nous voyons ce qui s'est passé. C'était en Yougoslavie. L'ONU avait également envoyé des forces. Vous savez, aujourd'hui, c'était pas en Asie l'ONU. actuellement, Il il y a des endroits où lorsqu'il y a des mais en Afrique, chaque fois, il faut toujours attendre. Oui, le plus grand contingent, c'est en Afrique. Oui, aujourd'hui, notre problème, c'est que nous tendons toujours la main. D'accord. Alors, La Comme des Guinée- mendiants. La Guinée-Bissau, si on va passer à la Guinée-Bissau, le président bissau-guinéen, pardon, José Mario Vache, Un chat dans la gorge. Il te fait de l'eau, hein, sûrement. le président bissau-guinéen, José Mario Vache, a exigé mercredi du gouvernement qu'il a limogé de libérer dans les 24 heures les ministères, un ultimatum suivi par celui de l'Afrique de l'Ouest qui a donné 48 heures aux nouveaux ministres illégaux de M. Vache de démissionner. La poursuite depuis plus d'une semaine de ce bras de fer entre Vache et le Premier ministre soutenu par la communauté internationale qu'il a limogé, Aristide Gomez, fait peser une hypothèque sur l'élection présidentielle du 24 novembre. Ce scrutin était supposé maintenir le cap de la légalité constitutionnelle retrouvée avec l'élection de José Mario Vache en 2014. Dominique Alizio, vous voyez aujourd'hui l'attitude un peu de bravitude de José Mario Vache. Il compte sur quoi aujourd'hui pour être dans cette attitude-là? C'est ce qui est vraiment dommage parce qu'il a accepté la feuille de route de la CEDEAO. Après le sommet qu'il y a eu, je crois, ici, ailleurs. Et cette feuille de route est en cours d'exécution. Maintenant, ils sont à une phase terminale, je peux le dire, notamment l'organisation des élections présidentielles. Alors comment il peut se targuer ce pouvoir? D'abord, il a fini son mandat est espéré depuis 6 mois. Depuis 6 mois. De limoger le Premier ministre accepté ou acté par la CEDEAO. Alors que la campagne a commencé. C'est surtout le Premier ministre issu des dernières élections législatives. Justement, c'est son parti qui est majorité au Parlement. J'ai l'impression qu'il veut toujours créer des problèmes pour se maintenir. Peut-être que, bon, je me dis qu'il n'est pas sûr de gagner ce scrutin dont la campagne a même commencé, en créant une crise artificielle. Bon, il est encore là, puisqu'il est en train de faire 6 mois déjà gratuitement. Donc, il peut se dire qu'il peut encore engranger 1 an, 2 ans, et gratuitement. Ça, non, je crois que la communauté internationale doit frapper du poing sur la table. Et je crois qu'elle a déjà commencé avec la CEDEAO en pointe, qui doit prendre des mesures fortes. Parce qu'il faut... Bon, si le pays doit vivre de crise en crise, mais jusqu'à quand ils vont commencer par amorcer le développement du pays? Et ça, la population, c'est la population qui peut le lourd tribut. Parce que face à la situation, c'est la précarité, c'est le pays est en lambeau. Et eux, ils profitent. Et d'ailleurs, je vais même vous dire, vous savez que ce pays, la Guinée-Bissau, c'est une plaque tournante de la drogue. Et tout récemment, d'ailleurs, on a arrêté une cargaison de drogue. Et le président a envoyé un émissaire pour intervenir, pour qu'on libère cette cargaison. Je me dis que lui-même, c'est un narcotrafiquant. Et que, bon, il est soutenu par des narcotrafiquants pour maintenir le pays toujours dans ce schéma de pays qui n'est qu'une grande PAC. Et là, c'est grave. Je crois que c'est en cela que les pays de la CEDEAO, notamment le grand voisin, le Sénégal, doivent jouer leur partition parce que sûrement qu'il a aussi des soutiens. Et peut-être il compte sur ça, mais je crois que la bienséance voudrait quand même qu'il puisse être rappelé à l'ordre et qu'il arrête de créer artificiellement. Je dis, c'est une crise artificiellement créée par lui. Parce que le processus est en cours, la campagne même a commencé. Quel est le problème? Pour qu'il décide, qu'est-ce qu'il justifie? Quels sont les éléments qu'il a sous la main pour dire que bon, le Premier ministre a fait ci, le Premier ministre a fait ça. C'est pourquoi il le démet de ses fonctions. Je crois qu'il doit arrêter et la communauté internationale doit jouer sa partition pour vraiment arrêter ce désordre
pour permettre au pays de décoller. La communauté internationale dont on parle au niveau de la Guinée-Bissau, c'est la CEDEAO. À part les réunions qu'elle multiplie, les condamnations, les sanctions, parce qu'on a menacé le Premier ministre nommé de très lourdes sanctions, à part ça, est-ce qu'il y a d'autres moyens de coercition? Est-ce que la CEDEAO même est, aux yeux de l'opinion nationale de ce pays, est-ce que la CEDEAO même est assez crédible dans la résolution de cette crise? Moi, je me rappelle, le chef de l'État togolais avait été investi d'une mission. Il s'est rendu en Guinée-Bissau au moment où il était encore président en exercice de la CEDEAO pour amener les deux parties à s'accorder sur les différends qui les opposent. Mais aujourd'hui, la question est beaucoup plus loin. On parle de défiance du Premier ministre à l'endroit du président actuel. S'il est encore là jusqu'à 6 mois après son mandat, ça veut dire qu'il est nanti de cette mission de diriger la transition pour aller aux élections. Donc, laissez le président travailler. S'il y a un Premier ministre qui a été... Le problème, c'est qu'en le maintenant en place, après la fin de son mandat, il avait vu perdre une bonne partie des prérogatives présidentielles et notamment, il ne pouvait plus démettre un Premier ministre. Il devait être là pour les affaires courantes, simplement. Oui, mais à quoi ça sert de maintenir un président déchu de tous ses pouvoirs, vous débarrasser de tous ses pouvoirs? Oui, mais s'il faut aller aux élections, mais mettez en place un système qui pourra éviter ces moments de crise. Parce qu'aujourd'hui, le Premier ministre dit, vous n'avez plus toutes les prérogatives, vous êtes président de la République sur un bout de papier, c'est tout. Vous n'avez pas le droit de vous imposer, mais il est toujours chef de l'État. Même s'il est dépourvu de tous ses pouvoirs, ben, la Guinée-Bissau, c'est un pays souverain. Alors, si la CEDEAO veut participer à résoudre cette crise, il faut que les choses soient faites dans les règles de l'art. Il y a un président qui a été légalement élu, qui est arrivé au terme de son mandat. Qu'est-ce que prévoient les tests? Qu'est-ce que les tests de ce pays prévoient? L'organisation des élections. Si, à quelques mois de la fin de son mandat, les élections, on ne sent pas que le processus électoral est véritablement démarré en Guinée-Bissau, que la CEDEAO intervienne. Il ne faut pas que la CEDEAO attende que le président finisse son mandat et qu'on lui accorde 6 mois de moratoire pour organiser les élections. C'est-à-dire, le problème, c'est que quand son mandat était en train d'arriver à terme, il a commencé par jouer un peu, pas jouer au jeu trouble, pas se laisser. C'est pour cela que... Pourquoi la CEDEAO n'a pas tapé du poing sur la table au moment où elle a constaté que le président, à quelques mois de la fin de son mandat, est en train de jouer au chat et à la souris et qu'il faut attendre que la situation périme avant qu'elle intervienne? C'est ça la faiblesse de la CEDEAO. C'est ce que les gens disent. Quand ça ne va pas et que tout le monde constate que ça ne va pas, que la CEDEAO ait le courage de rappeler les gens à l'ordre et qui leur disent, voilà, si vous ne faites pas ci, vous serez tombé sous le coup Jean-Jérôme, ça et de ça. Ça veut dire, dans le cas bissau-guinéen, la CEDEAO a été un peu trop laxiste? Oui, pour ne pas passer par 4 chemins. C'est ce que nous remarquons au niveau de nos communautés, des organisations sous-régionales, régionales, etc. C'est qu'ils attendent toujours le dernier moment. Mais je pouvais aussi dire que peut-être ça dépend aussi des procédures de prise de décision qui sont un peu à revoir peut-être dans la procédure, parce que peut-être c'est la procédure. Il faut convoquer des réunions par ici, des réunions, appeler certains, prendre des décisions, jusqu'à ce que ça ne devienne ce que ce soit le conseil, la commission des chefs d'État et de gouvernement qui doit décider, ça ne se réunit pas d'un claquement de doigts. Vraiment. Donc c'est peut-être, c'est pourquoi je dis, c'est pourquoi je dis, oui, d'emblée, à l'entame, on va les condamner. Mais plus loin, on va voir aussi la procédure de prise de décision de cette CEDEAO qui est là selon nous. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il va falloir que les chefs de l'État, les gens qui prédestinent l'exécutif, le Premier ministre, ils doivent savoir qu'ils sont là pourquoi. C'est ça le problème africain. Vous êtes là pourquoi? Pour le bien-être de la population. Si ça ne va pas, vous pouvez laisser. Si vous arrivez à terme de vos mandats, laissez passer. Si c'est pour les élections, ne jouez pas.
comme Dominique l'a dit, on ne peut pas passer de l'éternelle crise. C'est des choses que nous aimons en Afrique parce que les crises nous profitent. Non. Aujourd'hui, ce que nous devons savoir, c'est qu'il devait y avoir cette prise de conscience en interne. Parce que la CEDEAO peut prendre des sanctions. Je me rappelle, la CEDEAO a pris des sanctions dans le cas des Bissau-Guinéens jusqu'à saisir ou bien quelque chose des comptes des gens. Et aujourd'hui, ça revient encore. Donc, il va falloir une prise de conscience du président, de son premier ministre. Aujourd'hui, si nous sommes au tas des élections, il faudrait les accompagner doucement pour que la procédure de l'élection, ou bien l'élection puisse bien dérouler pour que... Moi, au lieu de jeter l'anathème sur la CEDEAO, il faut plutôt remonter un peu au début de la crise dans ce pays. Et cette crise est passée de coup d'État à l'assassinat de l'ancien président Vieira et du chef d'état-major et tout ça là. Et c'est en ce moment que la CEDEAO est intervenue avec une arme, enfin avec des militaires, avec des hommes armés pour essayer de pacifier le pays. Et depuis, la CEDEAO est à pied d'œuvre pour ramener la classe politique à accepter la paix, c'était aller vers la paix. Mais ce qui est curieux, c'est le parti au pouvoir. La crise est interne au parti au pouvoir. Et voilà le président élu du parti au pouvoir qui nomme son premier ministre du parti au pouvoir. Un beau matin, il se débarrasse de lui. Il crée une crise artificielle. Et quand ça a commencé par la CEDEAO est intervenue. Il y a eu la conférence des chefs d'État. Le chef de l'État togolais même est intervenu dans cette crise. Et à l'issue de cette intervention, on a sorti une feuille de route. Et la feuille de route, c'est ça que l'actuel président, qui est là juste à cause de l'accord de la CEDEAO qui le maintient. Parce qu'en temps normal, les populations devaient se soulever contre le but du non, tu as fini ton mandat, dégage. Mais c'est la CEDEAO qui l'a maintenu pour qu'il puisse organiser des élections. Et puis, d'abord, il a organisé les législatives. Les législatives sont parties, n'a pas gagné grand-chose. Il a nommé un premier ministre. C'est lui-même qui a nommé un premier ministre issu de la majorité parlementaire. Ça aussi, cette nomination était aussi assujettie à des situations, de retournements de situation. Donc aujourd'hui, personne ne peut expliquer qu'en pleine campagne électorale, qu'il décide de démettre un premier ministre consensuel, nommé avec l'accord de la CEDEAO. Alors c'est que il crée, la CEDEAO ne peut pas se transformer en gendarme pour être là-bas quand il veut réagir, on le tape sur les doigts. D'ailleurs, c'est d'ailleurs pourquoi la CEDEAO parfois a des mesures très coercitives. Vous vous rappelez lorsque le Aya Sanogo a pris, le capitaine Aya Sanogo au Mali, a fait son coup d'État. Mais quand on lui a imposé le blocus, mais il a dû céder. Parce que tu n'as rien, tout est bloqué, le port. Tous les ports ne peuvent plus te transférer tes marchandises. Comment le pays veut. Donc aujourd'hui, il faut justement sûrement que la conférence des chefs d'État qui se tiendra samedi prendra sûrement des mesures très fortes et contraindre M. Mario Vaz à comprendre la nécessité d'aller à la fin de l'exécution de la fête de route pour le bonheur des Bissau-Guinéens. Ici, la CEDEAO dit, au-delà du jeudi 7 novembre, c'est-à-dire aujourd'hui, ces personnes, le gouvernement qui vient d'être nommé, sera passible de lourdes sanctions. Mais quelles sanctions? Quel type de sanctions on peut prendre contre ce que la CEDEAO dit, c'est que la Guinée-Bissau est quand vous avez son géré, ce n'est pas rien. Les Américains ont imposé des sanctions envers les Cubains des décennies, mais aujourd'hui le Cuba s'est véritablement développé et d'autres pays ailleurs. Alors, quelles sanctions la CEDEAO va prendre contre ce pays? Rappelons que c'est un pays souverain. Et donc, aujourd'hui, la question n'est pas de prendre des sanctions. La question, c'est de reconnaître ses erreurs et que la CEDEAO reconnaisse qu'en permettant à Vache de faire encore 6 mois à la fin de son mandat, ça veut dire que les responsabilités leur sont dues. Et donc aujourd'hui, il faut que la CEDEAO comprenne que ce n'est pas avec des sanctions que le président va partir. Ce n'est pas avec des sanctions il faut éviter que la Guinée-Bissau tombe dans une situation d'instabilité politique. Ce pays, pendant très longtemps, toute l'histoire politique de ce pays est basée que sur des coups d'État. Samuel, est-ce qu'il n'y a pas même des fébrilités au niveau de la CEDEAO? Imaginez
ou bien vous savez que le président actuel en exercice de la CEDEAO, c'est le président Boari. Et qui s'est levé un beau jour pour fermer ses frontières entre le Bénin et le Niger. Et maintenant, c'est la CEDEAO là qui vient dire aux Bissau Guinéens, c'est comme ça vous devez faire, c'est comme ça vous devez faire. C'est ça aussi la CEDEAO. On va marquer la pause et on revient après le journal pour continuer.